Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Farindaou. Farindaou est ingénieur géologue, il est diplômé de l'université Claude Bernard de Lyon et de l'IST, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Ndao, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup de pétrole au Sénégal depuis quelque temps. Les sujets soulèvent beaucoup de passion. La polémique aussi entoure ce sujet sur le pétrole. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de ces découvertes du pétrole pour le Sénégal? Alors, bonjour Alassane, merci pour votre invitation. Je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs d'édifier les Sénégalais sur cette ressource géologique qui est présente dans notre sous-sol depuis près de 100 millions d'années et qui aujourd'hui peut nous sortir de bien des problèmes. Je ne crois pas à la malédiction du pétrole. Je pense que le pétrole peut être une formidable opportunité, le pétrole ainsi que le gaz, car ce sont les hydrocarbures en général. Pour répondre à votre question, je pourrais dire que les enjeux sont globaux. Aujourd'hui, il y a la problématique énergétique au Sénégal. On l'a récemment vu avec la panne d'électricité qu'il y a eu. On peut moderniser notre parc de centrales avec cet argent. On peut réduire la facture d'importation de fuel au Sénégal. On peut améliorer les prix de l'essence pour développer les transports au Sénégal. Et on peut préparer également notre transition énergétique vers des énergies plus renouvelables. Parce que c'est un peu ça le paradoxe et le bon côté de la chose. Nous pourrions utiliser l'argent qui serait tiré de cette ressource-là, des hydrocarbures, pour le réinvestir dans des ressources plus renouvelables. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, les enjeux sont essentiellement économiques, mais également écologiques, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du pétrole en mer et que le Sénégal, l'une des principales ressources qu'il a, c'est son domaine maritime, avec la pêche, le tourisme. Et donc il faudrait également faire très attention par rapport à la préservation de notre environnement. Ce sont des problématiques aussi qui aujourd'hui sont prises en compte dans les contrats, mais qui devront être effectivement suivis. On a vu aujourd'hui une polémique entre l'ex-premier ministre Abdoul Mbaye et le premier ministre actuel Boun Abdallah Dionne autour des contrats sur le pétrole. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage comment se font les contrats? Alors, les contrats pétroliers sont assez classiques. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des choses qui sont carrées, qui sont faites depuis des années 60 en Indonésie notamment. Et en tout cas, le Sénégal utilise ce qu'on appelle un contrat de partage de production. C'est-à-dire que l'État, qui est propriétaire du pétrole qui est dans son sous-sol, fait appel à des compagnies pour venir l'aider à sortir ce pétrole et à le commercialiser. Et donc pour ça, il faut faire de l'exploration et ensuite de l'exploitation ou de la production. Maintenant, ces phases ne sont pas automatiques. Il faut sortir de l'argent. Donc l'État, dans ce sens-là, lui, préfère ne pas investir dans l'exploration parce que l'exploration est une activité qui est très risquée. Aujourd'hui, vous allez forer un puits en mer, vous allez dépenser peut-être 100 millions de dollars, mais vous avez 10 à 20% de chances de trouver du pétrole effectivement. Quel État, pauvre de surcroît, comme le nôtre, à l'échelle internationale bien sûr, investirait de si grandes sommes dans l'exploration? Aucun. Donc, l'État fait appel à ces compagnies et ces compagnies s'associent à notre compagnie nationale qui est Petrosen. Et Petrosen a un intérêt dans ce qu'on appelle la joint venture, c'est-à-dire il y a une association de compagnies qui est formée par Petrosen et des compagnies étrangères. Et ces compagnies, toutes ensemble, s'associent pour aller faire de l'exploration. En cas de découverte, faire ce qu'on appelle du développement, c'est-à-dire faire toutes les études complémentaires, l'évaluation du gisement, faire les installations nécessaires dans les fonds marins, amener des plateformes pétrolières ou des FPSO, des navires pour exploiter, et ensuite mener effectivement l'exploitation. Donc ces choses-là, c'est qui lient l'État aux compagnies. Donc on appelle ça un contrat de partage de production. Et c'est ce type de contrat que l'État signe avec toutes les compagnies qui viennent. Et Petrosen représente l'État au sein des joint ventures qui sont ainsi créées. Et ces choses-là sont des choses très carrées où il n'y a pas normalement matière à polémique. Pourquoi Petrosen n'a que 10% par rapport à ces contrats de partage? Alors, Petrosen, qui est la Société nationale du Sénégal, n'a que 10%, mais ces 10% sont ce qu'on appelle un carried interest.
Donc ça veut dire que c'est un intérêt qui est porté. Aujourd'hui, dans la société par exemple Capricorne Sénégal, qui représente Cairn qui est l'opérateur du bloc Sangomar où a été découvert le pétrole SNE1 et FAN1, Petrosen a 10% là-bas, mais Petrosen ne paie rien. C'est Cairn qui engage toutes les dépenses, Cairn et les autres, Phare et Conoco notamment. Et ces 10% sont dus au fait que Petrosen n'a pas la solidité financière nécessaire, ce qui est normal vu que nous n'étions pas un pays pétrolier. Nous allons le devenir, mais nous ne l'étions pas. L'État du Sénégal n'allait pas prendre 100 milliards de francs CFA, au lieu de le mettre dans l'éducation, de le mettre dans la capitalisation de Petrosen. Ça aurait été un non-sens. Donc aujourd'hui, Petrosen n'avait pas la latitude et même l'urgence d'avoir autant de capacités financières. Pour ça, Petrosen également n'avait pas besoin d'avoir autant de personnel technique. Or, vos parts dans ces choses-là sont liées à l'argent que vous apportez et à votre degré d'expertise. Et aujourd'hui, une société comme Petrosen, on ne peut pas la comparer à la Sonangol d'Angola, à la NNPC du Nigeria ou à Petrobras du Brésil. Donc peut-être que d'ici quelques années, lorsque nous deviendrons plus forts, lorsque les premières retombées du pétrole viendront chez nous, là, Petrosen pourra augmenter sa part. Mais là, les 10% de Petrosen sont extensibles. Lorsqu'il y aura production, Petrosen pourra augmenter sa part jusqu'à 20%. Et là, par contre, Petrosen devra commencer à payer, ce qui n'est pas le cas en période d'exploration. Et en plus de ça, lorsque l'exploitation va démarrer, avec tout l'argent qu'on va récupérer, là, on pourra se lancer vers un renforcement de Petrosen. Et qui dit renforcement de Petrosen dit à terme changement de la loi pétrolière et augmentation des parts de Petrosen. Ce qui veut dire qu'on a constaté, par exemple, en Indonésie, les sociétés étatiques sont à 25%. Est-ce que c'est dû au fait que l'Indonésie avait déjà l'expertise qu'il fallait par rapport à ce phénomène ou pas? C'est même un peu plus en Indonésie. Dans certains pays, par exemple comme l'Arabie Saoudite, l'exploitation du pétrole est exclusivement le fait des compagnies étatiques. Mais il ne faut pas oublier que ces pays ont peut-être 60 ans, 70 ans d'exploitation derrière eux. Ils ont une certaine expertise dans tout ce qui est contrat, en termes techniques, si c'est de l'onshore ou de l'offshore, c'est-à-dire sur terre ferme ou en mer. Donc ces pays-là, aujourd'hui, ont une expertise qu'ils peuvent faire valoir en termes de prise de participation. Maintenant, ce n'est pas une raison suffisante. On peut dire que, quoi qu'on en dise, le pétrole est dans notre sous-sol. Donc, on peut faire un peu de forcing. Et notamment, c'est possible, lorsque les prix sont élevés, on peut essayer de faire passer des lois pétrolières qui augmentent plus la part de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce code pétrolier-là, qui date de 1998, a été fait pour attirer des investisseurs qui pouvaient mettre en valeur et trouver du pétrole ou du gaz dans le sous-sol sénégalais. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'on en a, il n'y a aucune raison, à mon avis, qu'on reste sur des termes datant d'il y a une vingtaine d'années. On pourrait progressivement, rien qu'avec peut-être des prix en hausse dans les années à venir, repartir sur des arrangements contractuels et notamment une part de Petrosen accrue. Pour revenir un peu au contrat de partage, on a beaucoup parlé de Petrotim, le nom d'Aliou Sall, entre autres, ont été cités dans ces contrats. Il y a une polémique, certains parlent de la présence d'Aliou Sall dans le pétrole au Sénégal. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais aujourd'hui, qu'en est-il exactement? On a parlé même de 250 milliards qu'aurait versé certaines sociétés. Est-ce que c'est réellement cet argent qui est entré dans le trésor public ou bien c'est des projections? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, sur l'affaire Aliou Sall, je ne pourrais pas me prononcer de manière très longue parce qu'il y a des détails qui m'échappent. Ce que je peux dire en tout cas, au vu de ma connaissance du dossier, c'est que Petrotim a signé un protocole d'accord avec l'État du Sénégal en janvier 2012 sous la présidence d'Abdoulaye Wade. Et ce protocole d'accord a été confirmé au mois de juin 2012 donc par un contrat de partage de production, un décret signé par le président de la République Macky Sall et son premier ministre d'alors, M. Abdoul Mbaye. Maintenant, ces choses-là sont des choses courantes comme n'importe quelle compagnie pourrait signer. Il y a lieu maintenant de s'interroger sur le fait que le frère du président de la République ait représenté une compagnie dans un domaine qui n'était pas le sien. Il est journaliste de formation, pas très connu dans les milieux de l'énergie. Le fait qu'il ait été nommé administrateur d'une société
qui intervient dans ce domaine-là, sachant que son frère a rang de président de la République, peut effectivement porter à interrogation. L'autre chose, c'est qu'on cite souvent un chiffre de 200 milliards qui serait lié au fait que Cosmos, qui a racheté une bonne partie des parts de Timis Corp, que Cosmos aurait versé. Ces 200 milliards, en réalité, et le directeur général de Petrosen, Mamadou Faye, l'a dit en octobre 2014, ces 200 milliards correspondent à des engagements de travaux. Parce que lorsque vous récupérez les parts de quelqu'un dans une joint venture, dans une association de compagnie, vous devez respecter les engagements que lui-même il a pris. Et les engagements qui avaient été pris par Timis Corp, c'était de faire des travaux, dont des forages d'exploration. Donc, lorsque Cosmos vient, ils sont obligés, eux aussi, de s'engager à faire ces travaux. Maintenant, cela n'exclut pas qu'il y ait peut-être eu, mais cela, je n'en suis pas sûr, entre M. Franck Timis, propriétaire de Timis Corp, et M. Alussal, représentant de Petrotim ici, lors de la session entre Petrotim et Timis Corp, des choses qui aujourd'hui devront être investiguées. Parce qu'effectivement, cela pose à mon avis problème qu'un membre de la famille présidentielle soit aussi proche des ressources naturelles nationales. Mais est-ce que l'État du Sénégal a perdu 95 milliards d'impôts, comme l'a dit M. Sonko? Est-ce que c'est effectif ou pas? Cela, je ne saurais vous dire. M. Sonko, qui est quelqu'un de respectable, a ses raisons et a peut-être ses sources. Moi, je n'y ai pas eu accès, donc je ne peux pas confirmer ces dires-là. Au-delà de cette question qui devait être élucidée par des enquêtes peut-être, ce pétrole-là qu'on a trouvé au Sénégal aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter au Sénégal, impacter sur la vie des populations? Parce qu'on en parle, beaucoup de Sénégalais pensent que c'est du pétrole qui est déjà là, qu'on va peut-être extraire du sous-sol ou bien de la mer et mettre ça dans les jerrycans. Alors, le pétrole, c'est à la fois très simple et très complexe. Le pétrole, tout le monde le vit au quotidien. Le pétrole, on en trouve dans les sachets plastiques, dans nos réservoirs de voitures, dans beaucoup de choses, dans l'industrie pharmaceutique. Mais aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que ce pétrole-là, entre le moment où on le découvre et le moment où il commence à sortir de terre, il se passe un certain laps de temps. Aujourd'hui, le pétrole au Sénégal ne sera pas sorti de sous terre avant peut-être 2022 ou 2023. Parce que c'est du pétrole en haute mer, il y a des études techniques à faire, il y a de l'argent, beaucoup d'argent à mettre pour mettre en place les plateformes, le FPSO, tout ça. Et donc tout ça, ça demande du temps. C'est des études très sérieuses. On ne peut pas passer notre temps à polémiquer pendant les 6 ou 7 prochaines années. Il faudra que l'on fasse doucement. Maintenant, le changement au quotidien qu'il peut y avoir, c'est qu'avec la découverte du pétrole, on peut par exemple s'imaginer si la SAR, qui aujourd'hui importe encore du pétrole brut, la SAR devient une acheteuse prioritaire du pétrole qui sera exploité ici, on peut imaginer une baisse des coûts de l'essence ou du gasoil. Ça, ce sera un impact immédiat dans le pouvoir d'achat des Sénégalais. Les compagnies pétrolières également sont tenues, elles ont engagement de faire des travaux de RSE. Ces travaux-là, intéressants, donc responsabilité sociétale des entreprises, peuvent concerner la construction de dispensaires, de ci, de ça, mais c'est un tout petit montant par rapport au montant du pétrole. Le trésor public sénégalais va gagner énormément d'argent. J'avais fait une évaluation récemment qui n'est absolument pas exacte parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont aujourd'hui encore à maîtriser, mais rien que pour le gisement de SNE1, on peut s'imaginer à des rentrées de plusieurs centaines de milliards par an. Donc ce n'est pas négligeable, c'est du même ordre de grandeur que l'argent qui est envoyé par les immigrés au Sénégal. Donc cet argent-là, dans les caisses du Trésor public, ça peut nous aider à mieux améliorer notre système de santé, l'éducation et beaucoup de choses, et les infrastructures aussi. Il y a aussi autre chose, on peut investir dans un fonds souverain, comme l'ont fait les pays scandinaves, et aujourd'hui, avec ce fonds souverain-là, investir dans des activités qui sont rentables à long terme et qui vont nous permettre de diversifier l'argent qu'on aura récupéré à partir de la vente du pétrole ou des hydrocarbures. Enfin, avec le gaz naturel qui a été découvert au large de Saint-Louis, notamment à la frontière sénégalo-mauritanienne. Là, on pourra, si on construit des centrales à gaz, faire baisser le coût de l'électricité. Donc ça aussi,
c'est un impact immédiat sur le quotidien de la vie des Sénégalais. Oui, pour que les Sénégalais puissent travailler dans ce monde du pétrole, il faut de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait justement former les jeunes pour qu'on évite que les entreprises étrangères qui exploitent le pétrole sénégalais peuvent se réveiller, dire qu'on a produit 10 barils, au moment où ils ont produit peut-être 50 barils ou bien 50 millions de barils, pour le contrôle des ressources sénégalaises? Oui, ça c'est une nécessité, une impérieuse nécessité même. Je dirais qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, même si on a déjà depuis 30 ans une tradition de formation de géologues ou de géophysiciens dans ce pays, le président de la République lui-même étant un ancien de l'IST d'où je suis sorti moi-même, on a beaucoup de gens qui sont formés au Sénégal et on a une diaspora de qualité de ce point de vue, des logisticiens, des géophysiciens, des ingénieurs réservoirs. Il y a énormément des économistes de l'énergie, il y a énormément de Sénégalais compétents qui sont dans le monde, qui aujourd'hui, je pense, doivent faire l'objet d'un recensement exhaustif et que l'État aille chercher ces compétences-là, les intègre à Petrosen, au ministère de l'énergie, à la direction des hydrocarbures, qui sont aujourd'hui nos bras armés, nos représentants face aux compagnies internationales. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les compagnies internationales ne sont pas des enfants de cœur, elles ont leurs intérêts. Je pense que le Sénégal est un pays assez respecté et où il y a une présence étrangère forte et où il y a une société civile forte, des capacités intellectuelles qui ont été mises en valeur depuis très longtemps. Aujourd'hui, je ne pense pas que le cas du Nigeria puisse nous arriver. Maintenant, il faudra être vigilant, avec les compagnies étrangères en formant justement cette jeunesse-là. Il y a un projet qui vise à créer l'École nationale des mines et du pétrole qui va se substituer à l'IST à terme. Il faut également que les compétences sénégalaises à l'étranger soient rapatriées en partie. Ça, c'est pour notre relation avec les compagnies étrangères, renforcer le ministère de l'énergie, renforcer Petrosen, qui sont des biens nationaux après tout. Et d'un autre côté, il faudra également que la société civile sénégalaise soit vigilante avec ces entités-là que je viens de citer, avec Petrosen, avec le ministère de l'énergie et tout. Aujourd'hui, je ne doute pas de la bonne foi des gens qui sont à Petrosen ou au ministère de l'énergie, mais la situation peut amener à changer, il peut y avoir alternance, de nouvelles personnes qui viennent. Et il faut qu'il y ait un triptyque, on va dire, la société civile qui surveille l'État, l'État qui surveille bien les compagnies internationales. Je pense que si on arrive à trouver cet équilibre-là, on pourra avoir une bonne vue sur ce que fait le pétrole aujourd'hui. Il y a quelque chose dans ce sens, c'est la souscription du Sénégal à l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le Sénégal donc, veut appartenir à ce cercle-là où il y a obligation pour les États comme pour les compagnies de publier les contrats, de publier les montants de taxes qui ont été versés au niveau des États. Et ça, ce sont des choses qui doivent être publiées sur Internet. Il y a même un site qui s'appelle itie.sn où il y a des informations, mais pas encore les contrats pétroliers à ma connaissance. Oui, il y a un autre phénomène. On a vu que quand il y a la crise du pétrole, la baisse du prix du baril, tous les pays qui avaient concentré toute leur énergie sur le pétrole et sur le gaz ont connu des problèmes sociaux. Est-ce qu'on n'est pas, ça ne fait pas attention au Sénégal avec ces pétroles-là, où tout le monde semble se concentrer sur ça, qu'on risque d'avoir les mêmes problèmes si on n'a pas diversifié l'économie sénégalaise? Alors, je pense que le Sénégal ne risque pas tellement d'être dans un tel cas de figure. Pourquoi? Parce que notre économie était diversifiée avant qu'on découvre le pétrole. Aujourd'hui, on a une économie où il y a de l'agriculture qui correspond à peu près à 20% du PIB. Il y a des services, on a une industrie qui est brinque-ballante depuis quelques années maintenant, mais on est une société, ou en tout cas un pays, où l'économie est assez diversifiée. Donc le pétrole, même s'il va générer énormément d'argent, il ne faudrait pas qu'on mette toutes nos billes dedans. Et je ne pense pas qu'on le fera, ce n'est pas économiquement raisonnable. Et autre chose, c'est que nous n'avons pas des gisements de la taille de ceux du Venezuela ou de l'Arabie Saoudite ou du Nigeria. On ne peut pas baser toute notre économie sur des gisements qui produiront peut-être 75 000 à 100 000 barils par jour. C'est trop peu. Aujourd'hui, un pays comme l'Arabie Saoudite, il produit jusqu'à 9 millions de barils de pétrole par jour. Donc c'est énorme. Eux, ils peuvent baser toute leur économie sur la production de pétrole. Un pays comme le Venezuela aussi. Et l'autre chose,
c'est que les troubles sociaux consécutifs à la baisse du prix du pétrole ne vous arrivent que lorsque vous êtes dans une politique de subvention trop hardie, trop forte de certains besoins sociaux avec l'argent du pétrole. Aujourd'hui, par exemple, l'État pourrait avoir l'idée de dire je vais subventionner fortement le prix de l'électricité ou bien le prix de l'essence avec l'argent que je récupère du pétrole. Donc, c'est un peu logique parce que dans la tête de la population, pétrole égale essence moins chère et il faut forcément que ce soit le cas avec une augmentation des capacités de la SAR au niveau du raffinage. Mais il ne faudrait pas que ces subventions-là aillent jusque dans le domaine du populisme. Parce que si on veut trop subventionner, après, le retour de bâton, effectivement, c'est lorsqu'il y a baisse du prix du baril à l'international qu'il y ait des troubles sociaux et le Sénégal doit se prémunir de cela. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui diversifient leurs sources d'énergie. L'Allemagne qui se met au solaire et dans d'autres pays. Le Sénégal, on a le soleil 365 jours par an. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une autre alternative par rapport au pétrole? Alors, oui, ça peut l'être, je le pense. Après, il ne faut pas perdre de vue que le Sénégal est dans un stade de développement encore assez modeste et qu'aujourd'hui, il a besoin d'avoir une grande intensité énergétique, c'est-à-dire de dépenser beaucoup d'argent par rapport à son PIB. Et ces choses-là sont plus efficaces avec des sources d'énergie comme les hydrocarbures. Le gaz naturel et le pétrole sont naturellement des sources d'énergie primaires qui concentrent beaucoup d'énergie dans de petits volumes, ce qu'on appelle la compacité énergétique. Et aujourd'hui, ces sources d'énergie-là sont plus efficaces pour développer le transport, pour développer de l'électricité, etc. etc. Maintenant, cela n'exclut pas qu'on doit raisonnablement et véritablement se tourner vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, tout à l'heure, je faisais cas de la mise sur pied d'un fonds, par exemple souverain, où on pourrait mettre les royalties, c'est-à-dire les redevances qui sont tirées de la vente du pétrole ou du partage du pétrole entre l'État et les compagnies. Aujourd'hui, cet argent-là, une partie pourrait également servir à investir dans la recherche et développement par rapport au solaire. Parce qu'effectivement, le Sénégal est dans la zone sahélienne, l'Afrique dans la zone intertropicale. Et aujourd'hui, on a la possibilité de monter des centres de recherche sous-régionaux très forts où on pourrait prendre le leadership mondial en termes d'énergie solaire. Ce n'est pas à exclure. Aujourd'hui, par exemple, on voit que l'Afrique, en ce qui concerne le mobile banking ou bien d'autres domaines, est un leader. On vend par exemple plus de smartphones en Afrique qu'en Europe. Il y a plus de téléphones en Afrique qu'aux États-Unis. Donc, il ne faut pas croire que nos pays ne sont pas assez forts pour prendre le leadership dans certains domaines. Et le solaire peut être un de ces domaines-là, de manière générale, l'éolienne aussi, mais le solaire en particulier. Et sur ça, l'État peut avoir une stratégie à long terme pour augmenter le rendement des panneaux solaires. Parce qu'aujourd'hui, je termine sur ça, une centrale thermique à gaz ou fuel, c'est à peu près 40% de rendement. Au Sénégal, ce rendement est même plus faible parce qu'on a des installations assez vétustes. Mais aujourd'hui, un panneau solaire, le rendement, c'est 17-18%. Il y a de la recherche fondamentale en cours et il faut que nous aussi, nous participions à cette émulation mondiale-là pour pouvoir augmenter les rendements des panneaux solaires, trouver des matériaux qui sont plus durables aussi pour que demain, nous puissions nous passer de ce pétrole qui est en quantité limitée, qui existe depuis plusieurs centaines de millions d'années. Depuis 100 millions d'années, il est sous le sol sénégalais. Mais le soleil, lui, il est encore là pour plusieurs milliards d'années. Donc, il faut absolument en profiter. Le pétrole, le gaz, comme on l'avait dit au début, ça crée beaucoup de passion au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il y ait une totale transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal? Même si cette question a été inclue dans le référendum, dans la Constitution, quels sont les outils qu'il faut mettre en place pour que ce soit clair à la tête de tous les Sénégalais que les ressources naturelles du Sénégal servent aux Sénégalais et pas à l'élite? Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que la société civile a un rôle à jouer. Je pense qu'elle doit réclamer, tant qu'elle le peut, des informations de la part de l'État. Je pense que l'État également doit faire l'effort de ne pas attendre qu'on lui réclame des informations. Il est vrai que, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit, le monde pétrolier encore moins. Mais c'est de bonne guerre. Nous sommes au Sénégal, nous sommes une vieille démocratie. Il faudra que les compagnies pétrolières étrangères s'adaptent à notre pays et pas l'inverse.
Nous avons des pratiques démocratiques dans ce pays. Les sociétés étrangères le respectent. Elles publient au niveau de leur pays parce qu'elles ont des obligations, et notamment c'est le cas de Cosmos aux États-Unis. Elles publient tous leurs contrats, tous leurs rapports. Il faudra également qu'avec l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives, que l'État du Sénégal publie tous les contrats. Je pense que ce sera fait. Il faudrait également peut-être qu'une société comme Petrosen communique de manière plus originale, fasse des points presse réguliers sur l'état de la production, l'état des taxes qui ont été versées. Il faudrait peut-être que le ministre de l'Énergie fasse une conférence, on va dire, semestrielle lorsqu'il y a de la production, tout comme le président de la République avait commencé un peu à faire des conférences semestrielles pour présenter son action. Je pense que ces choses-là vont apaiser le débat. Il y a également, je pense, un besoin de formation urgent, aussi bien des élites politiques que des hommes de médias. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui s'emparent le plus du débat. Et je pense que le débat doit être, en tout cas, être fondé sur les mêmes bases pour tout le monde. On ne peut pas parler de choses aussi sérieuses qui peuvent avoir un impact pour les 30 prochaines années en partant de niveaux d'information extrêmement différents. Il faudrait au moins que tout le monde se mette au même niveau. Et donc, cela fait appel aux experts. Je pense que, tout comme en France ou en Angleterre, il peut y avoir l'ASPO, Association for the Study of Peak Oil. Je pense qu'au Sénégal, il faut qu'il y ait des associations d'experts bénévoles qui, régulièrement, à côté du travail de l'État, à côté du travail de la société civile, eux aussi informent les citoyens. Et ces associations-là, d'experts bénévoles, doivent pouvoir se saisir de ces problématiques-là, les simplifier, parce que c'est des choses qui sont assez complexes au niveau fiscal, au niveau technique, pour que tout le monde puisse en profiter. Farindao, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes géologue, ingénieur géologue. Vous avez été formé à l'École de Lyon de Claude Bernard et aussi à l'IST de Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlions avec vous des enjeux des pétroles au Sénégal et surtout d'expliquer aux Sénégalais tout ce qui entoure cette polémique autour du pétrole au Sénégal, comment comprendre les enjeux pour permettre aux populations de bien saisir ce qui se passe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui nous suivez sur la TFM. Merci et au revoir.